pour en revenir aux eaux minérales, on va se cantonner au XVIIIe et XIXe siècle, simplement parce que, on l'entend là, oui, ça va? Bon. Simplement parce que là, en gros, c'est l'âge d'or du thermalisme en France. Et on va voir que dans cet âge d'or du thermalisme, l'Île-de-France a tenu une place qui était pas du tout négligeable, contrairement à ce qu'on pourrait penser actuellement, parce que bon, on parle plus beaucoup d'eau thermale en Île-de-France actuellement. Donc une place qui n'était pas négligeable en raison de la proximité de Paris, surtout parce que c'était facile d'accès. Et puis cette proximité de Paris, on verra qu'elle lui a aussi été un petit peu fatale, parce que l'âge d'or du thermalisme, ça s'est terminé en France, je dirais dans les années 30, 1930, un peu plus tôt en région parisienne, parce que Paris était trop proche, justement, et que les autres villes étaient devenues accessibles en train, et ça faisait quand même beaucoup mieux d'aller dans des régions plus lointaines, parce qu'on sait bien que l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. Et en plus, il y avait l'urbanisation, en particulier à Paris, il y avait l'urbanisation qui a causé la perte de pas mal de sources, qu'elles soient ou non minérales. Donc avant de commencer sur ces 2 siècles de l'âge d'or du thermalisme, je voudrais juste rappeler quelques dates sur la réglementation des eaux minérales et thermales. Les premières datent de Henri II, avec les lettres patentes de 1549, qui stipulent que toutes les eaux en France, qu'elles soient de source ou les eaux minérales, appartiennent à l'État. Et puis ça a été précisé en 1605 par la création de la surintendance des bains et fontaines minérales de France, sous Henri IV, qui a créé les premiers contrôles de ces eaux. On t'entendait, mais voilà. Allumé. Bon. Euh, donc, les premiers contrôles sur ces eaux, et c'était alors le premier médecin du roi qui était le surintendant des bains et fontaines. Et en fait, ces contrôles, ils ont été très peu appliqués, et la plupart des eaux qui étaient sur des terrains privés étaient exploitées alors qu'elles appartenaient théoriquement au royaume. Donc le Conseil d'État en 1781 a créé une distinction entre les sources appartenant vraiment à l'État, donc sur des terrains publics, et les sources qui étaient sur des terrains particuliers, dont les propriétaires ont eu le droit de les exploiter sous certaines conditions. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire quelques contrôles sous la revue par les médecins, en particulier pour voir les principes minéralisateurs et pour voir surtout si ces eaux étaient vraiment bénéfiques à la santé. Il faut attendre le début du XIXe siècle pour qu'il y ait une véritable législation en matière de police et de surveillance des eaux minérales, avec l'ordonnance de 1823, qui reprend la synthèse de tous les règlements intérieurs et qui surtout instaure une véritable inspection des établissements d'eau minérale par des docteurs en médecine ou en chirurgie. Et puis en 1856, à une nouvelle étape, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, cette surveillance par les docteurs en médecine, ça ne suffit pas et qu'il faut faire appel à des gens qui connaissent le sous-sol. Donc à partir de ce moment-là, rentre aussi dans la surveillance des ingénieurs des mines. Et après, il faudra attendre le début du XXe siècle pour qu'il y ait vraiment des analyses physico-chimiques et bactériologiques qui soient faites. Alors, il y avait des analyses avant, hein, mais si elles étaient mauvaises, c'était pareil, quoi. C'était pas du tout suivi des faits. Et donc, à partir de 1930, il y a eu des contrôles systématiques avec 2 analyses bactériologiques obligatoires par an. Donc, de quelles eaux on parle? Parce que je me suis aperçue en discutant avec certains tout à l'heure que parfois, c'est un peu flou la notion d'eau de source, eau minérale, eau thermale. Alors, l'eau du robinet, c'est facile. Ça peut être de l'eau superficielle, des rivières, des nappes, elle peut être traitée. La différence entre l'eau de source et l'eau minérale, c'est essentiellement la stabilité dans la composition et la température à l'émergence. C'est-à-dire qu'il y a des eaux de source qui peuvent être minérales, mais elles ne sont pas classées dans les eaux minérales parce que leur composition est variable. Il y a aussi des eaux minérales qui peuvent être trop minéralisées et qui ne sont pas classées dans les eaux potables
parce que justement, elles ont trop de principes minéralisateurs. C'est le cas, par exemple, du Riage, de la Roche-Posay, et ces eaux-là sont employées en cosmétologie en général. Et puis, bon, actuellement, c'est superposé à ça le fait qu'il faut qu'elle soit microbiologiquement saine et à l'abri de tout risque de pollution. Chose qui, au XVIIIe et au XIXe siècle, n'était pas vraiment dans l'air du temps. Et les eaux thermales, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas défini par la température. C'est simplement des eaux qui sont utilisées à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal. Et donc les demandes les demandes d'autorisation d'exploitation et les dossiers sont examinés par l'Académie de médecine. Donc, en Île-de-France, quelles eaux va-t-on trouver? Alors, j'ai mis ici deux références qui sont peut-être un petit peu anciennes, en tout cas pour la première, mais assez complètes, qui donnent la liste de toutes les eaux, de toutes les catégories d'eau minérale, et puis d'une thèse de 1959, d'une thèse de pharmacie sur les eaux minérales de l'Île-de-France, où on rencontre deux catégories essentiellement. Les eaux sulfatées, qu'elles soient calciques ou pardon, sulfurées, qu'elles soient calciques ou sulfurées accidentelles. C'est celles qu'on va trouver dans l'aquifère des sables de Beauchamp et les calcaires de Saint-Ouen. Et puis les eaux ferrugineuses qu'on va trouver dans les sables yprésiens et dans les sables stampiens. J'ai remis ici le log de Soyer que Laurence a montré ce matin. Vous voyez donc les sables à la base de l'Yprésien, les sables d'Auteuil, avec des eaux ferrugineuses, en particulier à Auteuil, à Passy, à Provins, ce sont les villages qu'on va regarder par la suite. Des eaux ferrugineuses aussi dans les sables de Fontainebleau, dans le Stampien, qu'on va trouver à Forges-les-Bains. Et puis dans le Marinésien, dans l'aquifère des calcaires de Saint-Ouen, des eaux sulfurées. Donc, on va commencer par Paris, qui est la première station thermale, qui a des thermes depuis longtemps. Alors, j'ai mis ici une image des thermes de Cluny. Évidemment, ce n'était pas à l'époque des thermes dans le sens eau thermale, c'était plutôt des bains, mais c'était la seule image que j'avais parce qu'on n'a pas les autres. Cependant, les Romains connaissaient déjà l'existence des eaux d'Auteuil parce que quand on a refait le jardin du Palais Royal en 1781, on a retrouvé des bassins qui provenaient de thermes romains qui exploitaient, enfin, dans lesquels arrivaient les eaux d'Auteuil. Et les fouilles ont permis de reconstituer les aqueducs en terre cuite, en particulier tout le long du cours de la Radny. Mais bon, la grande période des eaux d'Auteuil et de Passy, c'est plutôt à partir du XVIIIe siècle. Donc jusque-là, les villages d'Auteuil et de Passy, qu'on a ici sur un plan de 1730, c'était des villages qui vivaient essentiellement de la vigne et puis de l'exploitation du sous-sol. Alors, ça, c'est la même image, mais avec quelques repères pour les gens qui connaissent un petit peu le 16e arrondissement. Donc ces deux villages, ils étaient séparés au XVIIe siècle par une rue qui est devenue la rue de l'Assomption, qui s'appelait le chemin des Tombereaux, et par la rue Renoir et la rue La Fontaine, qui s'appelait à l'époque la rue Basse. Donc des villages qui vivaient de la vigne, vigne qui était exploitée en particulier par l'abbaye Sainte-Geneviève, qui commercialisait le vin et qui le vendait jusqu'au Danemark. Des carrières en particulier dans l'argile plastique à Auteuil, avec plusieurs tuileries et poteries. Et d'ailleurs, il y a à, à Auteuil, il y avait un château qui s'appelait le château de la Tuilerie, qui était pas loin d'une de ces exploitations. Et puis des carrières de calcaire grossier, dont Jean-Pierre parlera sans doute tout à l'heure, sur les flancs de la colline de Chaillot. Et sur le haut du plateau de Chaillot, des moulins. Et puis,
avec tout ça, pas mal de villégiature, parce que c'était des villages qui étaient appréciés des Parisiens, parce que l'air y était pur, il y avait le bois de Boulogne à côté. Enfin. Et à partir de la découverte des eaux minérales dans ces deux villages, ça a été l'expansion démographique. À Auteuil, par exemple, en 1800, il y avait 1 millier d'habitants. En 1860, au moment de l'annexion, il y en avait 8 000. Donc les eaux ont largement permis le développement de ces deux cités thermales. Donc les eaux d'Auteuil et de Passy, ce sont des eaux qui viennent, je l'ai dit, de l'aquifère des Sables d'Auteuil, qui est ici dessiné, c'est la petite flèche l'indique, là, qui sont ici colorisées en bleu sur cette coupe qu'on qu'on a mise, je pense, dans l'exposition. En tout cas, c'est une coupe de Dolo de 1901 qu'il a faite pendant la percée du chemin de fer de Courcelles au Champ de Mars. Cet aquifère, il a été à l'origine de plusieurs sources dans le quartier d'Auteuil. La première a été découverte en 1622 par le président Broé. Je ne sais pas qui était vraiment ce président Broé, je n'ai pas trouvé plus d'indications. Et il avait fait fouiller ses vignes parce qu'il cherchait des sources pour alimenter un vivier qu'il avait fait construire devant sa maison. Donc des sources ont été trouvées dans ses vignes, il les a fait dériver jusqu'à la maison, moyennant quoi tous les poissons sont morts. Et, il a donc estimé que c'était très bon pour la santé. Et il les a fait analyser. Alors, bon, c'était des sources qui étaient de couleur rouille, donc ils ont effectivement trouvé du fer et du vitriol, qui était le nom qu'on donnait à l'époque au sulfate. Et puis les médecins s'en sont emparés, et ils les ont donc donnés aux gens qui avaient. Alors c'était en particulier utile aux personnes qui avaient été atteintes de rétention d'urine, de gravelle et de pierre, d'obstruction et opilation du foie et de la rate. En gros, ils avaient des calculs rénaux. Et il paraît que ça leur a fait du bien, contrairement aux poissons. Et donc, elles étaient aussi bonnes que les eaux de Pougue, de Spa et de Forges. Et il pensait aussi que ça pouvait profiter à la fertilité des femmes. D'ailleurs, d'une façon générale, quand on trouve mention des eaux ferrugineuses dans les autres localités, c'est toujours souligné aussi que c'est bon pour la fertilité des femmes. J'y reviendrai tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, quatre sources principales, en tout cas, qui ont été exploitées, dont la plus importante était la source Quicherat, qui a été découverte par Jules Quicherat, qui était un archéologue paléographe qui habitait rue de la Cure. Et donc, il a trouvé une source dans son jardin qu'il a exploitée. Il a créé un établissement thermal en 1851, qui était qu'une petite baraque en planche à l'époque. Mais enfin, bon, qui existait quand même et qui donnait d'ailleurs gratuitement aux pauvres. Et puis de cette baraque en planche de Quicherat, on est passé avec le propriétaire suivant en 1858 à un grand chalet. Et il est quand même assez grand, on le voit sur l'image ici. Un grand chalet avec non seulement une buvette pour déguster les eaux, mais des bains, des douches. Il y avait mis aussi un espèce de promenoir, il y avait un jardin. Enfin, c'est devenu un véritable établissement thermal. L'eau a été réanalysée à ce moment-là, donc de façon un petit peu plus précise, euh, où elle a montré des sulfates de fer, de magnésie, de soude, d'alumine, et elle a été classée dans les eaux ferrugineuses sulfatées. Et puis elle a servi à soigner la chlorose, les règles douloureuses, l'absence de règles, le rachitisme, les affections strumeuses, qui sont ce qu'on appelait aussi la scrofule, qui était une affection, une inflammation des ganglions lymphatiques, des écoulements de sperme, des inflammations de l'urètre, mais aussi l'appendicite, la goutte, l'arthritisme. Enfin, c'était une eau dont la publicité qu'on a ici nous dit qu'elle était essentiellement digestive, tonique et reconstituante.
Elle a d'ailleurs été aussi utilisée en pastilles, comme les pastilles Vichy, qui existent peut-être encore. Moi, j'ai connu quand j'étais gamine. Et puis, cette histoire des eaux à Auteuil, c'est pas seulement, bon, un petit peu un aparté, mais c'est pas seulement l'eau minérale, c'est aussi des établissements d'hydrothérapie. Le premier établissement d'hydrothérapie d'Île-de-France a été établi dans la première moitié du 19e siècle, rue Boileau, par le docteur Bénibard, qui était le père de l'hydrothérapie en France. Et ça s'est développé au début du XXe siècle, jusqu'à la moitié du XXe siècle, avec le docteur Oberthur, qui a adjoint de la radiothérapie et de l'électrothérapie pour soigner les maladies nerveuses. Euh, j'ai lu la description de ce qu'il faisait en électrothérapie. Franchement, on se croirait dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et on se demande comment les gens ressortaient de là bien portants. Mais bon, il paraît que ça les guérissait. En tout cas, les maladies nerveuses étaient soignées là. Et dans maladies nerveuses, ils comprenaient à la fois les morphinomanes et les derniers stades de la syphilis. Jules de Goncourt y a passé ces dernières semaines. Là aussi, les descriptions sont assez effrayantes. Bon, donc à Auteuil, donc ça a été un beau village thermal, mais il a été supplanté après par Passy, qui était à l'époque une paroisse, mais qui s'est vite développée avec la découverte de ce qu'on a appelé après les anciennes eaux, la découverte par Pierre Le Givre vers 1650 des eaux de Passy, qui là aussi rouillait les pierres et avait un goût de fer. Et ce qui a surtout contribué à leur reconnaissance, ça a été une thèse, la thèse de Pierre de Cressay, une thèse de doctorat en médecine, qui posait la question, est-ce que les eaux de Passy ont des vertus susceptibles de leur permettre de remplacer les eaux de Forges, qui étaient à l'époque les grandes eaux thermales connues. Ces eaux, si on lit les différents auteurs, les compositions en sont variables suivant les époques de prélèvement et suivant les auteurs. Et finalement, il y en a un qui dit que cette eau n'a servi qu'à diviser les médecins dans une infinité d'opinions. Donc elles ont vite été supplantées par les nouvelles eaux de Passy, qui ont été découvertes en 1719 par l'abbé Le Ragois, qui avait été le confesseur de Madame de Maintenon et le précepteur du duc de Maine. Elles ont été analysées par la faculté de médecine qui les a trouvées ferrugineuses, vitrioliques, sulfureuses et balsamiques. Et là aussi, elles ont traité tout un tas de choses. C'est assez intéressant de voir tout ce que ça peut traiter, les eaux ferrugineuses. Donc, elles ont levé les obstructions, guéri des hémorragies, et elles étaient recommandées aux personnes qui étaient affaiblies par le séjour dans Paris. Donc, déjà à l'époque, Paris, c'était pas très simple. Et puis, à côté, juste à côté de la source de l'Oragua, donc c'était rue Rainoir, il y a son voisin qui a aussi trouvé des sources dans son terrain, qui a voulu les exploiter. Donc, il s'en est suivi un procès parce que l'Oragua a trouvé il voulait lui nuire en exploitant aussi les eaux. Un procès qui a duré jusqu'en 1740. À l'époque, à la fois Guichon et Lauragua étaient morts et même les héritiers étaient morts. Donc, mais quand même, la suite du procès a montré qu'ils étaient obligés de la revendre à Lauragua. Donc finalement, toutes ces eaux, alors il y en a eu aussi un tout petit peu plus loin dans la même rue, chez monsieur et madame de Cassalbiji, qui eux ont essayé de montrer qu'elles n'étaient pas tout à fait pareilles. Donc ils ont refait des analyses. Voilà, qui soigne les ulcères putrides et la blancheur blafarde des gencives. Et bon, avec tout ça, c'est quand même les mêmes eaux. Bon, elles sourdent du même aquifère et au même endroit. Et elles ont été exploitées pendant assez longtemps, ces eaux. Pour la petite histoire, Jean-Jacques Rousseau a fait plusieurs séjours chez des amis qui étaient à Passy et il y a composé le devin du village
dont il dit que ça lui est venu en quelques jours, en se promenant et en prenant les eaux. Donc, à côté de l'établissement thermal, on a construit une salle de bal, des salles de jeux, des concerts, des théâtres, des jardins. Et ça a été vraiment le début des stations thermales telles qu'on en a l'habitude maintenant, quoi. Avec beaucoup de choses mondaines en dehors des cures proprement dites. Donc les propriétaires successifs, descendants d'ailleurs de Leuragois, ça a été Claudine Gigot de Pouilly, le sieur Bellamy et Louis-Guillaume le Vieillard, qui, jusque vers la fin des années 1780, a bien exploité cet établissement thermal. Et puis, il est parti, il a suivi Benjamin Franklin, qui habitait aussi Passy à l'époque. Il l'a suivi aux Amériques. Et à partir de ce moment-là, le successeur n'a pas su vraiment continuer à bien manager, on va dire, ces termes. Et puis, il y a eu la Révolution. Et donc ça a été un petit peu la fin, ou en tout cas le déclin de ces eaux thermales. Et puis, au début du 19e siècle, la famille de Lesser, qui était une grande famille protestante d'origine suisse, qui s'est beaucoup illustrée dans la banque, dans la filature, donc la famille de Lesser a racheté, enfin Benjamin de Lesser a racheté tout le terrain qui était compris en gros entre la rue Renoir en haut et puis la Seine, et pour y établir une filature de coton, une raffinerie dédiée au sucre de canne et puis la première fabrique de sucre de betterave en 1812. Et donc, ils ont construit sur ce terrain. Alors, ce qu'il y a à gauche là-bas, c'est la fabrique de sucre de betterave. Ils ont construit une passerelle suspendue, qui était la première passerelle suspendue de ce type en France. Et puis, ce qu'on ne voit pas sur cette gravure à droite, c'était l'hôtel particulier de Benjamin de Lesser. Et à côté, il y avait d'ailleurs les hôtels particuliers de ses frères. Et dans le creux en dessous, c'est la rue des Eaux où on avait donc découvert ces nouvelles eaux de Passy. Avec la rue des Eaux, il y avait un parc et les thermes étaient restés. Donc il a exploité les thermes. Il a aussi fait construire un petit chalet suisse en souvenir des origines de sa famille. Donc les thermes qui exploitaient à l'époque 5 sources qui étaient considérées comme les plus ferrugineuses de France. Et il faisait de la publicité en disant qu'il prévenait le public qu'on continuait la distribution des nouvelles eaux minérales de Passy, qu'on pouvait les prendre là où les sources jaillissaient, qu'il y avait un jardin à l'usage des buveurs, qui offrait une promenade agréable et qui les rendait plus efficaces. Moi, je me suis posé la question en voyant ça, parce que les usines de fabrication de sucre de betterave, en général, ça sent pas très bon. Donc, mais j'ai trouvé nulle part de mention d'odeur désagréable dans les écrits. Donc, le parc, c'était effectivement un joli parc, hein. On le trouve sur les photos d'Adjet entre 14 et 22, ou sur ce tableau de Carrette. Et puis donc, pendant plusieurs décennies, c'est resté la propriété des Delessert et ça a été exploité. La dernière propriétaire, qui était Madeleine Bartholdi, qui était la nièce de Benjamin de Lesser et la femme d'un cousin du sculpteur de Bartholdi. La dernière propriétaire l'a exploitée jusqu'à la moitié du 19e siècle, où elle a eu la mauvaise idée de la rendre gratuite, ce qui l'a totalement dépréciée, et les gens ont arrêté d'y venir. Donc, à la fin du 19e siècle, le parc a été en partie loti, en particulier la partie nord, et puis la partie sud est restée à l'état de parc, plus ou moins à l'abandon. Pendant la Grande Guerre, l'hôtel de Lesser a servi pour comme état-major des troupes américaines. Puis il a été utilisé après la Deuxième Guerre mondiale pour y mettre des préfabriqués qui abritaient le ministère de la Reconstruction. Puis il y a eu beaucoup de discussions pour savoir s'il allait être complètement loti, parce que c'est quand même en plein 16e arrondissement, au bord de la Seine. Et finalement, il a été loti sur les bords,
mais il est resté un petit parc au milieu qui a été réaménagé en 2004, qu'on voit ici. Personnellement, je trouve ça moins joli que le parc qui existait au moment de la construction des usines de l'Esser. Bon, il y a quand même un parc. Donc voilà, qu'est-ce qui reste de ces eaux de ces eaux d'Auteuil et de Passy actuellement? Ben rien. Rien que des noms de rues. Alors, dans le quartier d'Auteuil, on trouve la rue de la Source, où il y a eu la première source dont on a parlé tout à l'heure, la première source trouvée. La rue Jean de La Fontaine, qui s'appelait effectivement à l'origine la rue de La Fontaine, plus exactement la Sente de La Fontaine, parce qu'il y avait une source, une fontaine qui existait là, qui alimentait une tuilerie proche d'ailleurs. Et puis cette Sente de La Fontaine et la rue de la Tuilerie qui était à côté ont été, ont été ont fait l'objet d'un raccord et elles sont devenues, par un espèce de jeu de mots, la rue Jean de La Fontaine, qui pourtant n'a jamais habité là. Et puis la rue de la Cure, où on a aussi trouvé des eaux. Et celle-là, c'était les eaux de l'Oragua. Et ça s'appelle la rue de la Cure, non pas à cause de l'établissement thermal, mais simplement parce que c'était la rue qui était à côté de la cure de l'église. Puis par dérive, on a dit que c'était la rue de la Cure parce qu'il y avait des curistes. Et puis la rue des Eaux, dont on a parlé, qui traversait donc le parc de l'Esser, et qui est d'ailleurs la seule rue du quartier qui ressemble encore un petit peu à ce qu'elle était au début du XXe siècle. Là, on a ici une photo de 1901 et puis une photo récente. Bon, donc des eaux, donc Auteuil et Passy, c'était vraiment les deux grands villages pour les eaux minérales et thermales. Mais il y avait d'autres eaux, il y avait quand même d'autres eaux minérales dans Paris. Au Terne, au Batignolles, où là, c'était plus des eaux ferrugineuses, c'était des eaux sulfureuses qui sourdaient à la base des calcaires de Saint-Ouen. Et puis à Belleville, où c'était le même aquifère, et où beaucoup de noms de rues montrent la présence de l'eau euh, dans, dans, dans cet arrondissement, hein, la rue de la Duisse, la rue de la Mare, la rue de la Duée, etc. Donc celles de Belleville qui ont été exploitées un petit moment comme eau thermale, elles avaient été de l'Est, dont on parle dans l'exposition à côté, qui a fait une carte hydrologique de Paris. Deleuze les avait étudiées et il nous en dit que l'hôpital Saint-Louis avait même songé à les utiliser pour soigner les maladies de la peau et à les dériver jusqu'à l'hôpital, et puis ça ne s'est pas fait. On en trouvait dans une grande usine qui était une usine de pois cassés, qui était impasse Saint-Laurent. L'impasse Saint-Laurent, c'est au milieu du cercle qui est là-haut, et c'est devenu la rue de l'Atlas maintenant. C'est du côté de la rue Rébéval. Donc, cette eau, elle a été analysée, elle a eu une autorisation d'exploitation comme eau minérale, et les propriétaires en ont fait ont créé un établissement de thermes en 1876, les thermes de Belleville, dont on a ici la publicité, où il y avait des bains sulfureux, des bains de vapeur, de l'hydrothérapie. Ça soignait les maladies de la gorge et de la poitrine à l'époque, les eaux sulfureuses. Et puis en fait, ça n'a pas tellement marché, d'abord parce que c'était la fin de la belle époque des eaux minérales dans Paris, des eaux thermales dans Paris. Ça se commençait à vraiment beaucoup se construire, les eaux se tarissaient, et puis c'était pas vraiment assez rentable, donc ça a fermé en 1880 et ça a été détruit. Et je pense qu'elles n'avaient pas très bonne réputation non plus, parce que Belgrand nous en dit que les principes minéralisateurs provenaient en fait des matières fécales de l'ancienne voirie de Montfaucon, qui n'était pas très loin. Vous voyez, c'est la figure là-dedans. Donc la rue Rébéval, elle est ici.
les thermes étaient ici, la voirie de Montfaucon est là. Là, on est dans les buttes Chaumont. Et elles sont toutes les deux situées sur les terrains du calcaire de Saint-Ouen. À l'époque, on ne parlait pas trop de sol pollué, donc effectivement, peut-être qu'il restait dans le sol quelques... Parce que la voirie de Montfaucon, il ne faut pas oublier que ça ramassait quand même toute la vidange de Paris, c'est-à-dire toutes les matières fécales de Paris. Et en plus, il y avait à côté un centre d'équarrissage, ce qui gâtait rien. Bon, donc ça s'est beaucoup dit quand même que c'était à cause de ça. Et en tout cas, en 1870, on voit sur le plan Chex qui est en bas, qu'à l'emplacement des fameux thermes, là, qui ont duré 4 ans, il y avait des abattoirs. Donc là aussi, on peut penser que dans le sous-sol, peut-être, c'était pas très sain. En tout cas, ces thermes ont vite fermé, mais l'eau a continué à être exploitée sous forme d'eau minérale qui s'appelait l'eau de l'Atlas, qui était pompée à 45 mètres de profondeur et qui était gazéifiée. Et il s'en vendait encore au début du XXe siècle, il s'en vendait encore 350 000 bouteilles par an quand même. Vous voyez ici de la publicité là, sur un auvent d'une épicerie qui est située vers la porte de Saint-Cloud. Et puis, bon, après, ces eaux de Belleville se sont complètement taries avec l'urbanisation et donc ça s'est arrêté. Donc Paris, cité thermale, mais il n'y avait pas que Paris comme cité thermale en Île-de-France. Alors on va ici en évoquer quelques-unes. Il y en avait, euh, du coup, dans sa thèse, il en évoque une cinquantaine dans une Île-de-France qui n'a pas tout à fait le même périmètre que l'Île-de-France administrative actuelle, parce qu'elle englobe aussi l'Aisne et l'Oise, ce qui d'ailleurs est beaucoup plus logique géologiquement. Mais donc il y avait une cinquantaine de sources minérales en Île-de-France. Certaines ont vraiment été ont donné lieu à des vraies cités thermales. On va ici voir rapidement Enghien-les-Bains, Forges-les-Bains et Provins. Et puis de façon un peu plus anecdotique, le Petit Trianon et la source ferrugineuse de Marie-Antoinette. Donc à Enghien. Alors Enghien c'est la seule qui perdure jusqu'à maintenant, puisque c'est toujours une cité thermale. À Enghien, le- l'aspect minéral a été découvert par le père Cotte, qui était un oratorien de Montmorency, qui en se promenant au bord d'un ruisseau qu'on appelait dans la région le ruisseau puant, parce qu'il sentait l'œuf pourri, et il a trouvé que cette odeur était intéressante, donc il en a ramené chez lui. Il a fait des analyses, il y a plongé, enfin, plus exactement, dans un premier temps, il y a plongé tout un tas de métaux, de l'argent qui est devenu noir, du cuivre qui est devenu rouge, je ne sais plus trop quoi d'autre. Puis il l'a fait analyser par Pierre-Joseph Macaire, qui était à l'Académie, et qui a trouvé une combinaison sulfureuse ou sorte de foie de soufre terreux. Il en a donc fait un mémoire pour raconter ses découvertes et ses analyses. Et Louis-Guillaume le Vieillard, dont on a parlé tout à l'heure, en ayant lu ça, a demandé la concession sur ces eaux et il a commencé à les exploiter. Et puis en 1803, l'établissement est passé dans les mains de Marguerite Gauthier, qui était la sœur de Benjamin de Lesser. On reste toujours dans les mêmes familles dans ces histoires d'eau minérale. Et elle a construit en 1811 les premiers établissements thermaux à Enghien, et qui se sont vraiment développés à partir de 1821 avec Jean-Baptiste Péligot, qui non seulement a agrandi les thermes, mais a aussi créé le parc qui était autour, qui a fait aménager l'étang en lac. Et puis la grande date importante pour Enghien, celle qui lui a donné beaucoup de publicité, ça a été 1823 parce que Louis XVIII a fait soigner là un ulcère à la jambe et a été guéri. Donc on a renommé la source qui l'avait guéri en source du roi. On y a établi une buvette qui existait encore au début du XXe siècle. On en voit ici une photo, et qui existe toujours, sauf qu'il ne coule plus d'eau. Mais il y a quand même toujours un petit monument à l'emplacement de la source du roi.
Et puis la deuxième date importante, ça a été 1846, avec l'arrivée du chemin de fer et la gare d'Enghien, qui était à ce moment-là à 10 minutes de Paris en chemin de fer. Il y avait un train toutes les demi-heures qui desservait Enghien quand on a ouvert la gare. Et donc ça a permis à une population moins aisée, certes, mais plus abondante de venir à Enghien. Et ça a vraiment été le grand développement de la ville. Et puis en 1850, l'Assemblée nationale a créé Enghien-les-Bains, parce que jusque-là, Enghien était un hameau qui était sur 4 communes, qui étaient Épinay, Deuil-la-Barre, Saint-Gratien, et j'ai oublié la quatrième. Enfin, il y en avait 4. Et donc, ils ont adopté leur devise qui est dans ces eaux, on trouve force et courage. Enfin, en tout cas, c'est la traduction que j'ai trouvée. Moi, mon latin n'est pas très bon, donc je ne me risquerai pas à traduire. Donc, pour continuer avec la vie des thermes, en 1863, les anciens thermes sont remplacés, ou plus exactement, d'autres thermes sont construits juste à côté pour les agrandir. Et en 1865, l'eau est reconnue d'utilité publique. Elle était recommandée pour les affections rhumatismales, les syphilis, les dermatoses, les maladies de poitrine. Elle était utilisée en boisson, mais aussi en bain. Euh, D'ailleurs, elle fait toujours l'objet de cures thermales, hein. On peut aller en cure à Enghien. Ça soigne les affections ORL, les affections des voies respiratoires. Et puis en 1935, ça a été démoli, une première fois reconstruit. En 2006, une seconde reconstruction où là a été ajoutée de la balnéothérapie, qui, qui est surtout ce qui rapporte, je pense, actuellement à l'établissement. À côté de l'établissement thermal, euh, ont été créées, comme dans toutes les villes thermales, des salles de concert, des théâtres, etc. Et puis un casino, qui a aussi fait la richesse d'Enghien. Un premier casino en 1901, puis un nouveau en 1909, qui a servi comme hôpital pendant la Première Guerre mondiale, comme cantonnement pour l'armée allemande pendant la Seconde, et qui a failli disparaître en 1920 avec la loi sur les jeux de hasard. Et puis, il y avait un député qui était un habitant d'Enghien, donc qui a réussi, à force de négociations, à faire assouplir la loi, et le casino existe toujours. Alors, il a subi une succession de transformations et de reconstructions. La dernière date de 2005. Et elle a consisté à mettre cette espèce de cage en verre devant l'entrée. Moi, quand je suis allée faire la photo, j'ai cru que c'était en travaux. Parce que franchement, ça n'améliore pas vraiment le bâtiment. Mais enfin bon, en tout cas, il marche très bien, le casino. Ah. Voilà, donc Enghien a vécu à la fois sur ses eaux et puis sur le fait que c'était quand même une station très courue, une station thermale très courue. Alors, toutes les affiches qu'on voit là insistent sur les sources les plus sulfureuses de France. Néanmoins, on voit à chaque fois qu'ils insistent aussi sur le fait qu'il y a un casino, un théâtre, de la pêche, des bals champêtres, etc. Donc juste une petite carte géologique. Il y a eu, pour vous situer les sources, il y a eu 13 sources qui ont été découvertes à Enghien, dont 10 ont été abandonnées, 2 qui sont restées sans agrément, et puis une qui est encore exploitée actuellement, qui est la source Coquille. Et en fait, 2 nappes sont exploitées à Enghien actuellement. La nappe du Bartonien, donc pour les thermes, la source Coquille, et puis la nappe de l'Yprésien, qui, elle, qui est pompée en profondeur et qui sert à la balnéothérapie. Donc ces eaux sulfureuses, elles sont dans la zone de contact entre des tourbes qui sont chargées de matière organique et les calcaires de Saint-Ouen, et elles sont dues à l'action de bactéries qui réduisent les sulfates dissous dans l'eau en sulfure. Et c'est vrai que ce sont les sources les plus sulfureuses de France. Donc tout ça, ça a permis à Enghien d'être classé comme site patrimonial remarquable. D'abord parce que ça représente
tous les courants architecturaux et décoratifs du 19e et du 20e siècle, en particulier beaucoup de maisons Art Nouveau et Art déco, et puis un ensemble paysager naturel, quoique redessiné un petit peu par l'homme, mais enfin, qui est constitué d'un lac de 43 hectares avec ses rives et son écosystème. Donc le deuxième village thermal dont je voulais parler, c'était Forges-les-Bains, qu'il ne faut pas confondre avec Forges-les-Eaux, qui est aussi une ville thermale, mais qui est située en Normandie, dont on dit que les eaux étaient fort appréciées de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, qui passaient par là pour aller voir le premier médecin du roi qui habitait à Vaugrineuses, à côté, et qui en profitait pour boire de l'eau ferrugineuse. Et on dit aussi, enfin la légende dit que c'est grâce à ça, ok, que c'est grâce à ça que Anne d'Autriche a donné naissance à Louis XIV après 23 ans de mariage. Cela dit, la même légende est attribuée à Forges-les-Eaux, où Louis XIII et Anne d'Autriche étaient allés prendre les eaux en 1833 et puis les faisaient rapporter régulièrement à Paris pour les boire. Donc, on ne sait pas. Mais ça corrobore l'histoire des eaux ferrugineuses qui sont bonnes pour la fertilité des femmes. Mais en fait, bon, c'est à partir de 1832 que, que la, que la station s'est vraiment développée, avec la guérison d'enfants scrofuleux, donc des enfants qui avaient des inflammations des glandes lymphatiques. La scrofule, c'était surtout dû à un manque d'hygiène et une mauvaise nourriture. Mais bon, ils ont guéri. Et puis, donc, en 1861, Forges a eu le droit de devenir Forges-les-Bains. Jusque-là, elle s'appelait Forges. En 1862, reconnaissance du caractère médicinal. Et donc, les médecins dont j'ai lu les articles font état des principes minéralisateurs, mais ils disent surtout quand même que c'est la qualité de l'air, la qualité de la nourriture et les bonnes conditions d'hygiène qui ont guéri les enfants. Alors, je vais accélérer un petit peu. Il y a eu divers établissements. Ils n'ont pas duré très longtemps d'une façon générale, mais ils ont comme caractéristique d'avoir été tous ou rachetés ou loués par l'assistance publique, qui a établi après des hôpitaux pour enfants, un orphelinat, etc. Et puis, c'est une eau qui a été... Bon, c'était pas très rentable comme établissement thermal, donc elle a fini par être mise en bouteille, mais c'était pas très rentable non plus parce que le débit n'était pas suffisant. Et finalement, en 1957, l'autorisation d'exploitation a été retirée. Alors, il reste pas grand-chose de, le- de cette époque-là. Il reste la pièce d'eau des thermes du parc thermal, dont on voit ici une carte postale en 1910, et puis une vue actuelle. Ça n'a pas beaucoup changé, mais c'est la seule chose qui reste de la ville thermale. La troisième ville, donc, c'est Provins, qui n'est pas une ville thermale, euh, mais une ville d'eau minérale. Ça n'a jamais été des thermes à Provins. La première source, elle a été découverte en 1648. Elle a été étudiée par Le Givre, qu'on a vu tout à l'heure avec les eaux d'Auteuil. Je vous passe les analyses des eaux, c'est toujours un petit peu pareil, du fer. Le premier bâtiment des eaux minérales, il a été édifié par un malade reconnaissant, un malade qui avait été guéri. Donc il a fait édifier ce petit temple avec des colonnades qui venaient d'un bâtiment qui était en cours de destruction. Donc il les a récupérées. Et puis Balzac s'en est fait le chantre, parce il nous a écrit que Provins n'est pas seulement la Perse française, elle pourrait être Bade, Aix, Basse, elle a des eaux. Mais c'est vrai que ça a été une ville qui a été assez courue. Et donc ça, c'est l'établissement des eaux minérales au début du XXe siècle. Ils avaient ajouté un établissement d'hydrothérapie avec des douches et des bains. Et on a déjà vu cette photo, il me semble, ce matin dans l'exposé de Jean-Pierre. Donc les curistes, entre guillemets, venaient prendre les eaux. C'était pris en boisson à l'époque. Et là aussi, ça s'occupait des obstructions du foie et de la rate, des calculs rénaux, etc.
Et c'était de l'eau ferrugineuse qui venait des sables yprésiens, comme à Auteuil. Et puis en 1940, la source s'est tarie, mais le lieu est resté sous le signe de l'eau parce que le maire a voulu construire une piscine en plein air à cet endroit-là, en pleine occupation allemande. Il a réussi à avoir des crédits de l'État. La commandanture a donné des bons pour je ne sais plus combien de tonnes de ciment. Et ça s'est construit, donc ça s'est ouvert en 1942. On voit ici une compétition de l'armée allemande dans cette piscine. Et l'établissement thermal qui était désaffecté, enfin pas thermal d'ailleurs, l'établissement d'eau minérale qui était désaffecté a servi comme vestiaire de la piscine. C'était une belle piscine en plein air avec un petit bassin, qui est celui qui est en haut, là, près de l'établissement, et puis un grand bassin dans le fond. On a ici des photos des années 60, mais la piscine a fermé qu'en 2013. Et d'ailleurs, la plupart des habitants se sont mobilisés pour qu'elle ne ferme pas, parce qu'elle était vraiment très appréciée. Et puis bon, elle a quand même fermé. Et actuellement, il reste quand même une trace de ces eaux minérales de Provins, puisque l'établissement existe toujours, c'est devenu le pavillon des sports. Vous voyez qu'il a guère changé depuis un siècle. Et donc, pour terminer, une eau un petit peu plus anecdotique, qu'on appelle la fontaine ferrugineuse de Marie-Antoinette, qui est située au Petit Trianon. Alors, j'avais une image, mais ils voulaient me la faire payer très cher, donc je ne l'ai pas mise. Donc, j'ai mis Marie-Antoinette à la place. Donc les eaux de Versailles, c'est pas seulement les grandes eaux, les bassins, la machine de Marly, etc. C'est aussi ce qu'ils appelaient le circuit des eaux bonnes à boire. Donc des eaux qui étaient utilisées au château pour abreuver la cour et le roi. Elles ont été analysées à la demande de Colbert en 1683. Donc cette source a été analysée à ce moment-là, mais elle n'était pas exploitée à ce moment-là parce que Trianon n'était pas à l'époque construit ou utilisé. Elle a commencé à être utilisée sous Louis XV et puis au moment de la construction du hameau de la Reine, elle a failli disparaître sous les remblais. Finalement, elle a été sauvée et elle a servi dans les eaux bonnes à boire du château. Donc Marie-Antoinette en buvait. Et comme il y avait trop d'eau qui arrivait là, qui sourdait de là, une partie était dérivée au-delà de l'enceinte, au-delà du fossé, dans un bassin qui servait aux Versaillais, qui venaient se servir librement. Et puis elle a été condamnée en 1786 parce que Marie-Antoinette s'est plainte que ça faisait du bruit, tous ces gens qui passaient à côté de chez elle. Donc ça a été condamné, mais la source existait quand même toujours. Et en 1846, il y a plusieurs médecins, dont Adolphe Chatin, qui ont refait des analyses, qui ont montré au gouvernement que c'était une eau qui pouvait être utile à la population, et la fontaine a été rouverte. Et puis, donc, en 1850, il y a eu des travaux. La fontaine a été remise en service et elle a été fréquentée jusqu'à la fin de la guerre de 1870. Et puis après, elle a été abandonnée. Elle a été murée déposée et murée en 1977. Mais comme il y a pas mal de recherches archéologiques en ce moment au Trianon, on en a retrouvé des traces et il est question de la remettre en service, de la réouvrir. Voilà, j'ai fini avec les vraies eaux minérales franciliennes, mais je voulais quand même vous signaler qu'on a une nouvelle eau minérale francilienne au cœur de la vallée de Chevreuse, qui joue un petit peu sur les mots, mais enfin bon. Donc au début existaient deux sources, qui étaient la source Val-Saint-Lambert et la source des Hêtres, qui étaient exploitées par un monsieur qui s'appelle Delacroix-Froust en 1934, soit sous le nom Haute-Source Saint-Lambert, soit sous le nom Val de Chevreuse, soit sous des noms après, des noms des vendeurs, Casino, Auchan. Donc on trouve Source des Hêtres à Casino, etc. Et puis cette source a été achetée, ces deux sources ont été achetées par Perrier en 1966, qui les a revendues à Nestlé en 1992, qui a eu une autorisation de forage à l'Albien en 2004 et qui donc exploite une source qu'il appelle Chevreuse. Ça, c'est l'étiquette qu'on a à droite. Bon. Ogeu a racheté la source en 2013, qui était donc plus la source d'origine
de la Croix-Frouste, hein, qui est la source de l'eau de l'Albien. Et puis en 2020, il a changé de nom parce qu'il paraît que les Franciliens ne savaient pas bien ce que ça voulait, ce que ça représentait, Chevreuse. Donc il a changé de nom, et cette source, cette eau minérale, pardon, est devenue la Lutetia, qu'on peut trouver dans les bonnes boutiques, paraît-il, qui joue beaucoup, mais vraiment beaucoup, sur son aspect local. Le goût naturel francilien, l'eau minérale naturelle locale, l'eau d'Île-de-France, qui ne distribue d'ailleurs pas à plus de 100 km, de 150 km de l'exploitation, mais qui est quand même de l'eau de l'Albien. Et l'eau de l'Albien, c'est un aquifère qui fait quand même plus de 60 000 km², qui s'étend depuis l'est de la France jusqu'à la Normandie, qui est à 1000 mètres de profondeur sous l'abri, bon, à 600 mètres dans la vallée de Chevreuse. Alors, ils jouent aussi beaucoup dans leur publicité sur le fait qu'elle est en pleine forêt de Chevreuse, donc qu'elle qu'elle est très protégée des pollutions, mais à 600 mètres, ça, de toute façon, il n'y avait pas de problème. Et voilà, donc je voulais juste vous en parler parce que j'ai mis francilienne avec un point d'interrogation parce que c'est vrai que si on regarde simplement les définitions, oui, elle est francilienne, c'est une eau de source d'après la définition, exploitée en Île-de-France. Mais bon, voilà, c'est pas la même chose que les autres eaux minérales franciliennes. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà arrivé à, donc, juste pour rappeler un petit peu les patrimoines qui restent de ces eaux, des écrits, beaucoup d'écrits de pharmaciens ou de docteurs, en particulier au XVIIIe, XIXe siècle, des images, des gravures et des cartes postales, des noms de rues ou des noms de localités, un certain patrimoine immatériel au sens que lui donne l'UNESCO, c'est-à-dire un certain art de vivre des stations thermales, et puis un petit peu de patrimoine architectural, en particulier à Enghien et à Forges. Voilà, merci de votre attention. J'ai pas pu résister pour les gens qui ont mon âge, qui sont un petit peu plus vieux, ils doivent reconnaître la personne qui est qui est sur l'image et qui nous rappelait que l'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Merci Françoise. Voilà, bah écoutez, s'il y a des questions sur les eaux thermales et minérales de France. Oui, une remarque, oui. Remarque en passant, les eaux sulfureuses, l'affiche, elle va très bien avec sulfureux, mais est-ce qu'elle va bien avec les eaux? Hein? Le sulfureux, ça peut avoir un autre sens. Je sais pas. Bah, c'est vrai que ces stations étaient des stations de divertissement aussi, hein. Elles ont été créées. Pardon, elles ont été créées toutes parce que c'était de l'eau minérale ou thermale, mais elles se sont. Ben, c'est encore le cas actuellement, hein. Il y a quand même beaucoup de divers. Il faut bien s'occuper quand même une fois qu'on a pris les eaux.